Et si on voyageait un peu dans le temps avec l'histoire du Venoge Festival, avec quelques archives? Oui, ça a commencé en 1995. Au début, c'était vraiment, comme on le dit souvent de manière un peu rigolote, c'était un peu la kermesse du village. En fait, c'était même carrément finalement une fête avec des parents d'élèves qui se sont dit, bah tiens, on va essayer de trouver un petit peu d'argent, on va organiser une manifestation pour récolter un peu d'argent, histoire de financer un local pour les jeunes. Et c'est comme ça que ça a commencé en 1995. Association des parents d'élèves de Pontala-Ponta-Dayan. T'imagines, hein, ça part de là. Hein. Ensuite, petit à petit, évidemment, ça prend de l'ampleur. Au début, il y a quelques personnes pour organiser, à peine une centaine pour venir voir ce qui s'y passe. Ça se déroule sur une toute petite scène. Et puis, 31 ans plus tard, alors... C'est né en 95, c'est la 30e édition, les années Covid là au milieu évidemment qui créent ce décalage. Et puis 31 ans plus tard, on se retrouve avec notamment David Guetta devant 15, 16, 18 000 personnes sur ce terrain. Donc on voit là toute l'évolution de cette manifestation qui a su aussi s'adapter au fil du temps. Il y a eu ce passage d'abord à Pontala, donc vraiment en bas, vraiment au bord de la Venoge, sur le terrain de foot de Pontala. C'est là que ça a commencé un tout petit peu à grandir. Et puis le step, il a vraiment été franchi juste après le Covid, quand le déménagement à Ponta, sur un terrain plus grand, qui a doublé en fait par rapport à ce qu'il y avait à Pontala. 10 hectares. On est à 10 hectares et là on a réussi aussi à construire une véritable enceinte qui permette d'accueillir au mieux les festivaliers. Et ça, on l'entendra tout à l'heure dans la bouche de Julien Finkbeiner. C'est peut-être l'élément le plus important pour les organisateurs. C'est non seulement il faut que la programmation soit à la hauteur, mais il faut que l'expérience festivalier soit au top du top. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et là ça correspond complètement à cette histoire assez folle finalement du Venoge. Oui, parce que quand tu te dis qu'au début il y avait effectivement à peine quelques spectateurs et surtout une organisation complètement bénévole, complètement archaïque, oui, petit à petit, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à construire et à faire finalement de ce rendez-vous maintenant un moment clé dans le calendrier des festivaliers. Et on sait que voilà, il y a des moments qu'on attend particulièrement tout au long de l'été. Il y a le Paléo évidemment, c'est peut-être celui qui revient le premier dans l'esprit des gens, mais le Venoge est gentiment en train de se faire une jolie place au soleil. Alors je suis avec Greg Fischer, programmateur du Venoge Festival. Bonjour Greg. Salut Philippe. Bon alors, tu viens d'annoncer la programmation de cette édition 2026, 30 ans déjà pour le festival. Est-ce que c'est un programmateur content ? C'est toujours un programmateur content après avoir annoncé le programme du festival. Cette année, il a une saveur particulière avec cette journée supplémentaire du mardi soir. Mais après, ça reste quand même toujours une petite inquiétude, entre guillemets. Je prends depuis maintenant une dizaine d'années toujours la même rhétorique de l'accouchement et puis de savoir si le bébé sera beau, ou bien s'il va plaire aux gens, ou est-ce que ce sera un garçon ou une fille. Ceux qui étaient pour une fille sont contents, ceux qui étaient pour un garçon sont contents. Donc il y a toujours des contents puis des mécontents. Donc voilà, mais là, le retour qu'on a eu aujourd'hui à la conférence de presse avait l'air d'être plutôt favorable. Il y avait des très bonnes réactions sur quasiment toutes les soirées, une en particulier, et pas forcément celle qu'on s'attendait, mais on est super content et on est content de pouvoir dévoiler ça parce que c'est quand même ça va toujours plus long maintenant. Ça fait maintenant presque une année de travail sur la programmation. Le premier artiste, on l'a confirmé déjà au mois de mars l'année passée, donc 2025 pour 2026. Là, on travaille déjà sur 2027, donc ça prend du temps et on est content de pouvoir enfin livrer la chose et puis que les gens s'en emparent et on fasse bon usage. Bon là vous avez quand même annoncé des sacrées têtes d'affiche, donc c'est difficile de pas satisfaire on va dire l'ensemble du public, d'autant plus qu'il y a des soirées on va dire un peu thématisées, on peut penser à la soirée urbaine le mercredi, on peut aussi penser à la soirée qui est rentrée un petit peu dans les mœurs, l'habitude du jeudi soir, c'est la soirée du Venoge. Là on va enclencher la machine à remonter le temps. Il y a des bonnes surprises, des bonnes réactions à la conférence de presse.
Oui, alors c'est justement cette soirée-là que je parlais tout à l'heure, c'est vraiment celle qui a suscité le plus de réactions, parce que il y aura pléthore d'artistes qui ont fait bouger les dance floors et les gens à différentes années de leur vie, où on a monté un show. Alors c'est pas la première fois qu'on monte un show, hein, on a déjà fait avec Minuit 17 et Minuit 27, mais qui étaient des shows un petit peu plus petits et puis qui étaient fait un petit peu de briques et de broc entre guillemets, mais qui marchaient plutôt bien. Et puis cette année on s'est dit mais on va faire un truc quand même un peu plus gros, ramener ça sur la main stage avec plus d'une dizaine d'artistes des années 2000, enfin 95 à 2005, voire un tout petit peu plus. Et ça a suscité un bon intérêt, de très très bonnes réactions. Donc on se réjouit de finaliser, de monter ce show, parce qu'il y aura toute une scénographie, il y aura des danseurs, il y aura un maître de cérémonie qui est Helmut Fritz. Donc on se réjouit de voir ça sur scène et de voir la réaction des gens au final. Comment expliquer l'explication du programmateur, cet engouement autour de ces musiques qui ont fait leur temps finalement et qui continuent à faire plaisir au public? Mais je pense qu'en fait, c'est des. Il y a peut-être un petit peu moins ça maintenant, mais c'est toutes finalement des musiques et puis des groupes. Alors pour certains, c'est des groupes qui ont fait un tube, mais c'est resté dans la mémoire collective. En fait, ça a marqué certaines générations. Et même finalement, quand on regarde dans le public aujourd'hui qui avait à la conférence de presse, il y a des gens qui sont jeunes, qui avaient le sourire, qui ont fait des wa en entendant certains noms. Et je pense que c'est des groupes ou des musiques intergénérationnelles qui font que on les entend, les parents transmettent peut-être ça aux enfants ou pas, et puis finalement ça passe les générations, et je pense justement c'est de la musique qui est dans la mémoire collective, tout simplement. C'est quoi le plus dur lorsqu'on programme une affiche comme le Venoge Festival? Le programmateur, il doit penser à quoi? Il doit se mettre dans la tête des gens. Il doit suivre les tendances, bien évidemment. Il doit être aussi un petit peu avant-gardiste. C'est quoi le plus compliqué finalement? Bon, alors déjà, pour ma part, pardon, pas pour ma base, mais pour ma part, il faut déjà sortir de ses goûts personnels. On n'est pas là pour se faire plaisir à soi, c'est le truc de base. Il faut effectivement suivre un peu les tendances. Pour la soirée du mercredi, pardon, excusez-moi, donc la soirée urbaine, ça peut paraître peut-être un peu bizarre que c'est un mec de 53 ans qui fait la programmation de musique pour des jeunes de 15 à 20 ans, mais je pense que finalement la musique, c'est ce qu'on disait avant, est intergénérationnelle, et donc il faut être ouvert à tout. Moi je suis ouvert à tout, et on a un ADN, moi j'ai une sorte de petit cahier des charges où justement nos soirées sont thématisées, on sait à peu près ce qu'on veut faire, même si cette année le vendredi est un petit peu différent de l'année passée, peut-être un petit peu moins populaire au sens large du terme. C'est presque une deuxième soirée urbaine, hein. Ouais, j'irai pas jusque là. Oui, alors il y a effectivement de la musique urbaine, mais c'est de la pop urbaine actuelle, et je pense que par exemple la Damso, ça plaît très bien à des gens de 40 ans, comme ça peut plaire à des gens de 20 ans. Donc peut-être qu'un PLK plaît plus à des gens de 20 ans pour la soirée du mercredi qu'à des gens de 40 ans. Je pense qu'Adamso touche plus de public, un Riles aussi, qui est un artiste à 360 degrés entre la scénographie, enfin lui-même et tout. Donc voilà, et puis après c'est aussi fait d'opportunités, évidemment du choix, parce que c'est pas forcément on part toujours d'une feuille blanche, on met des noms, on se dit ok, on pourrait faire ça. Puis après voilà, on grandit, on embête peut-être d'autres festivals. À l'époque j'aimais bien dire qu'on était le festival Cheveux sur la soupe. Maintenant on est plus le festival Perruque sur la soupe, mais il y a un peu plus de cheveux qui en mettent les autres, mais du coup on a ouais, c'est vrai, mais après on a effectivement des choix à faire, des opportunités, des clauses d'exclusivité que certains mettent qu'on peut pas faire, donc voilà, c'est un business, c'est devenu malheureusement, enfin pas malheureusement, mais c'est par la force des choses un business à part entière, et on doit s'accommoder de tout ça. Donc on part pas forcément sur le résultat d'aujourd'hui n'est pas forcément ce à quoi on avait pensé il y a une année en arrière, mais le résultat est plutôt bon, et puis une fois de plus on est satisfait du résultat. Ouverture de la billetterie? Alors ouverture de la billetterie vendredi 27 à midi. Vous écoutez le Morak Show. Vous écoutez le Morak Show. Vous écoutez le Morak Show. Spécial festival.
spécial festival. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Émission spéciale Venoge Festival. On découvre ensemble la programmation de cette 30e édition qui se déroulera du 11 au 15 août prochain du côté de Ponta. Justement, Mike Pérez a tendu son micro au directeur du Venoge Festival, Julien Finkbeiner, et lui a demandé si finalement ce déménagement à Ponta était plutôt une bonne chose. Ponta, c'est notre maison maintenant. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est sur le site. On continue de le travailler. Et puis là, on est très heureux d'avoir signé une convention avec la municipalité. Et ça sera notre maison pour les prochaines années et j'espère pour les prochaines décennies. Vous avez effectué quelques aménagements, vous avez régulièrement modifié un tout petit peu des choses sur le site. Est-ce que ce que vous avez trouvé l'année dernière semble être la bonne version et peut-être même la version finale? En tout cas, c'est surtout le public qui nous l'a dit, qui nous l'a remonté. Ils ont eu du plaisir à venir au festival. C'est important d'avoir des bonnes conditions d'accueil. C'est beaucoup de stress des fois de venir à un festival. Il faut se déplacer, il faut aller dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément. Et nous, ça nous tient à cœur d'accueillir les gens de la meilleure des façons, comme si c'était un autre établissement, un restaurant, un bar. On les accueille dès l'entrée. Il faut que tout soit prêt, souriant, et puis mettre les gens dans les meilleures conditions pour qu'ils passent une belle soirée. La grande scène que vous avez définie comme étant une arène désormais? Oui, je crois que c'est notre singularité. On a une programmation aussi qui est différente. On essaye d'avoir une grande scène qui est différente. Maintenant, on a une pente naturelle qui est refermée avec des tribunes VIP. Et ça crée cette ambiance entre outdoor et festival en extérieur. Et les gens ont une communion et ils se ressentent mieux la musique et ils font la fête encore avec plus grande joie. Venoge, un festival au milieu de tant d'autres festivals. On sait qu'il y en a énormément, que la concurrence elle est énorme, que ce soit au niveau de la programmation, que ce soit au niveau des festivaliers, parce que il faut réussir à faire venir les gens. Comment on arrive à survivre là au milieu? Il faut donner de sa personne, il faut aller avec le cœur, l'émotion. Et puis aussi, je pense que le marché finalement est sain et bien vivant en Suisse. On a une belle offre, mais on voit avec les années, ce qui se passe à Sion est différent de ce qui se passe à Nyon ou à Neuchâtel. Et puis Venoge a trouvé maintenant son identité, son public. Et finalement, dans un été, c'est quand même long. On a envie de faire 2 festivals, 2 soirées. Donc finalement, on offre une belle offre à plein de festivaliers. Et puis je crois que la richesse de l'été en Suisse nous aide aussi, parce que par exemple Nyon, on peut pas forcément toujours acheter des billets, c'est le combat. Et nous on offre aussi une autre chance de voir des grands artistes dans la région lausannoise, et puis ça nous convient bien en l'état. Est-ce que le Venoge peut encore grandir, ou bien est-ce que là vous vous dites allez c'est bon, on a la bonne taille et ne soyons pas trop gourmands? Non, le but n'est pas de grandir, mais vraiment de pérenniser. C'est important que le festival vive de nombreuses années. Venoge a toujours une identité un peu différente. On a cette soirée Revival qui a vraiment marqué aussi plein de générations. Et puis c'est des gens qui vont peut-être pas forcément à d'autres festivals et qui viennent chez nous. Et puis voilà, nous on y trouve nom de compte et puis on espère que le public aussi. Sujet de Mike. Émission spéciale au Venoge Festival. Nous sommes du côté de Pontala. On a découvert et on va découvrir jusqu'à 9h la programmation de cette 30e édition. On a des invités aussi, émission spéciale et quelques chiffres aussi. Les chiffres, c'est important, hein, mon cher Mike? Oui, déjà la fréquentation, évidemment, on a battu l'année passée un record, on a franchi la barre des 50 000. Alors cette année, il y aura forcément plus de monde. Il y a une soirée de plus. Il y a la soirée du mardi qui est venue se rajouter. Alors ça veut pas dire que ce sera comme ça chaque année, mais en tout cas, on va battre certainement, évidemment, un nouveau record cette année de fréquentation. Il y a énormément de monde. Il y a notamment pour la sécurité, il y a plus de 700 personnes. Et aujourd'hui, la sécurité, on sait à quel point c'est un point sensible, parce que il faut assurer la sécurité. Non seulement, on va dire, au quotidien de l'instant T, mais il faut aussi tout anticiper. Et les événements de Crans-Montana nous ont rappelé à quel point, effectivement, on peut vite se retrouver dans une situation compliquée. Donc, il y a 700 personnes qui sont affectées rien que pour la sécurité sur l'ensemble du site. Alors, ça fait énormément de monde, les contrôles d'accès, toutes ces choses-là. Donc, beaucoup de monde pour la sécurité. C'est plus d'1 millier de bénévoles au total. C'est des buvettes et des food trucks parce qu'il faut pouvoir satisfaire
tous ces gens qui sont présents sur le site, hein, parce que finalement on est entre 15 et 20 000 personnes chaque soir quand on compte les spectateurs, mais aussi justement tous les bénévoles qui y travaillent. Donc ça demande effectivement une organisation qui devient presque militaire finalement, mais c'est le prix à payer pour faire en sorte que ça se passe bien et que les gens qui viennent arrivent contents, repartent heureux. Vous écoutez le Morac Show. Vous écoutez le Morac Show. Vous écoutez le Morac Show. Spécial Festival. Thierry Butin, vous êtes municipal à la commune de Ponta, vous êtes un des chefs des Tartreux. On a entendu lors de la conférence de presse que le festival avait pu signer pour plusieurs années une collaboration avec la commune de Ponta. Qu'est-ce que ça représente pour Ponta d'avoir une manifestation d'une envergure comme celle-ci qui grandit? Alors de notre côté évidemment on est très content, donc la renommée du festival maintenant qui se fait à Ponta pendant de nombreuses années à Ponta là, évidemment ça représente quand même des défis aussi pour la commune, hein, en termes de nuisances, en termes de, donc enfin voilà, il y a pas mal de choses quand même qui sont à gérer, mais dans la globalité on est vraiment très content, on est vraiment très content de la collaboration qu'on a avec Grand Chelem, donc qui s'occupe du Venoge. Ça fonctionne vraiment très bien, c'est pro, voilà. Se dire que David Guetta vient à Ponta, ça fait quelque chose quand on est à la municipalité d'un petit village finalement. Alors ouais, c'est clair, c'est incroyable quoi, c'est extraordinaire. David Guetta, enfin en plus nous on est de stage, enfin de cette période quoi, c'est vraiment une icône. Donc de se dire qu'il sera là dans notre village, c'est fantastique, ouais. Et les habitants de Ponta, comment est-ce qu'ils vivent? Parce que c'est quelques jours, enfin c'est quasiment une semaine de festival, et il y a les préparatifs, il y a aussi il y a l'après aussi. Comment est-ce qu'ils vivent ça finalement lorsqu'on est habitant de Ponta? Comment est-ce qu'on vit un événement comme celui-ci qui transforme le village quelques jours? Alors c'est clair, comme tu l'as dit, c'est quelques jours de festival, mais il y a le montage et le démontage. Donc le démontage est beaucoup plus rapide que le montage, mais le montage effectivement c'est quand même des semaines et des semaines. Donc évidemment il y a des nuisances, mais les Tartreux et Tartreuses sont très tolérants et tolérantes, et du coup ça se passe bien. Mais évidemment on a des nuisances. Tous les Tartreux et Tartreuses ont quand même des nuisances, mais voilà, c'est tolérant. Et puis je crois que tout le monde est content de participer après pendant la semaine du festival, hein. Et en tant que villageois de Ponta, un petit rêve, hein, peut-être pour ces prochaines années, de voir un artiste ou une sommité sur une des scènes du Venoge? Moi c'est fait, ça va être fait, donc du coup c'était David Guetta, donc c'est parfait. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ouais. Vous écoutez le Morac Show. 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 Nous avons eu l'occasion de rencontrer Pascal Meyer, patron de chez Coca, qui a joué un rôle clé et essentiel pour la venue de David Guetta du côté de Ponta chez les Tartreux. Et c'est Mike Perez qui lui a tendu son micro, et il nous raconte un petit peu cette histoire sous forme d'anecdotes plutôt sympathiques. Écoutez. Je pense que quand on a 20 ans, il faut toujours marquer le coup. Puis pour marquer le coup, on s'est dit qu'il fallait un truc de fou. Et puis on a eu la chance d'avoir les gens de chez Venoge qui étaient aussi dans un délire similaire. Et puis voilà comment ça s'est fait. Comment est venu le nom de David Guetta tout au long de la liste? C'était une évidence? Alors c'était pas une évidence parce qu'on avait plusieurs noms au départ, mais le nom quand il est sorti, quand le nom de David Guetta est sorti, alors là tout le monde était aligné et tout le monde a dit alors si on y arrive, alors là c'est vraiment un sacré milestone pour le festival. Et puis c'est quelque chose de complètement inouï pour nous du côté de Coca. Alors quand il est habitué à faire plutôt des immenses scènes, Paléo l'année dernière par exemple, Stade de France cette année, comment on le convainc de venir à Ponta? Parce que déjà il a dû se dire c'est une blague ou quoi?
Alors effectivement, au départ, c'était assez, assez compliqué. D'ailleurs, les agents intermédiaires, je crois, étaient assez sceptiques. Ce qui a été cool, c'est qu'on a pu avoir aussi des contacts un peu en direct via les connaissances communes. Et puis, je crois que ça a favorisé aussi, ça a aidé. Et puis, ça a mis un petit peu d'huile dans les rouages pour qu'au final, on puisse avoir David Guetta le jour qu'on voulait. Et puis, avec l'infrastructure qu'il y a au Venoge. Alors le but c'est de fêter, c'est pour ça que vous vous êtes dit allez, il faut qu'on fasse quelque chose qui finalement qui surprenne tout le monde et c'est réussi. Réussi, j'espère que ça le sera, puis que ça plaira vraiment aux gens qui seront sur place. Mais effectivement, le but premier, c'était de dire faisons quelque chose de grand, quelque chose de fou. Mais on a tellement été excités par cet événement que je me dis peut-être que dans le futur, il y aurait d'autres choses encore à faire. Alors il y a une première partie de la billetterie qui a été mise en vente la semaine dernière, évidemment, c'est parti extrêmement vite. Oui, alors c'est parti très vite. En moins de 30 minutes, on a vendu pas loin de 13 ou 14 000 billets, sauf erreur. Il reste encore quelques milliers de billets à vendre du côté du Venoge. Donc on espère que les gens qui n'ont pas pu avoir leurs billets sur Oka pourront en tout cas les acquérir du côté du Venoge. Ça donne des idées pour les années à venir ? Ben oui, je pense que le fait de pouvoir associer les forces du Venoge et les forces de Coca, si on peut faire des choses des fois un peu plus folles et puis que ça puisse plaire au public, je pense que ça vaut la peine de continuer. Donc en tout cas, on va étudier la chose pour l'année prochaine. Spécial Festival. Spécial Festival. Bonjour Vanille. Bonjour Philippe, bonjour à tous. La chronique de Vanille. La chronique de Vanille. Merci d'être avec nous. Vanille, on va parler vin. C'est une semaine spéciale puisque je vous rappelle que nous avons notre stand du côté de Divinum. Et chaque jour, au quotidien, Vanille est là pour nous parler de vin. Et des vins qui pourraient être des vins, comment vous dites ? Des vins... Anormaux, est-ce que ce serait Anormaux. en train de devenir anormal de consommer du vin ? C'est-à-dire, ça m'inquiète ce que vous êtes en train de dire, des vins Mais anormaux. justement, je trouve Ouais. que j'ai pas été assez inquiétante cette semaine. Je me suis dit, bon, c'est le moment quand même de mettre un petit coup de pression à tout le monde et de redevenir sérieuse Eh ben écoutez, et alarmiste. bon, Non, mais plus faut- sérieusement, non, vous me faites pas vraiment peur là. Non mais il faut vraiment le rappeler, le vin, il est là depuis toujours avec l'homme, en tout cas il l'accompagne depuis au moins 8000 ans dans ce qu'on a comme preuve. Et donc c'est un produit qui est culturel, qui est agricole, qui est social, qui est presque identitaire. C'est vraiment raccordé à l'homme directement depuis 8000 ans. Mais il y a aujourd'hui cette question qui se pose, cette histoire touche-t-elle à sa fin ? Est-ce que vous avez déjà entendu Philippe parler de la dénormalisation du vin ? Sincèrement non. J'ai entendu des termes peut-être plus scientifiques, mais j'imagine que c'est ça que ça voulait dire. Donc Exactement. voilà. J'ai pas forcément voulu l'entendre aussi. Eh ben peut-être qu'on fait fi de tout ça et qu'on n'a pas envie de l'entendre, mais c'est une réalité. En fait, derrière ce terme un peu technique, c'est une réalité bien concrète. Le vin n'est plus considéré comme un produit à part, mais de plus en plus comme un alcool parmi les autres, associé avant tout à un risque pour la santé. Résultat, les politiques publiques évoluent, les discours changent et la consommation est de plus en plus encadrée. Cette approche, elle est vivement critiquée par la filière, notamment par l'association Vin et Société qui défend l'idée d'une consommation modérée intégrée dans une culture et un art de vivre. Et c'est bien là tout le débat. Le vin est-il un simple produit à risque ou est-il et reste-t-il un élément de patrimoine, de transmission, de convivialité ? Dans certains pays, notamment ça c'est vraiment les États-Unis qui sont en train de l'instaurer avec cette sorte de healthy life, cette vie saine qu'on nous vend de tous les côtés. Boire un verre, dans certains pays, ça devient un geste plus discret, parfois même stigmatisé. Alors, demain, sera-t-il choquant de commander un verre de vin en restaurant ou d'en servir à table ? Le sujet est sensible, complexe et loin d'être tranché, mais je vous assure que ça peut paraître dérisoire pour certains qui m'entendent dire ça ce matin. Mais non, c'est en train de s'ancrer avec des nouvelles générations pour qui le vin, ça s'apparente presque à la cigarette où c'est devenu tabou de fumer une cigarette. Et est-ce que le vin est en train de suivre ce même chemin ? C'est ce qui fait très peur. Donc justement à Wine Society qui a fait cette publication à l'international et qui est hyper inquiète pour l'avenir du vin.
Bon, là c'est vraiment... vous m'avez glacé le son. Bah voilà, Cher c'est dit, Vanny. c'est jeudi jour de l'apéro. Moi, j'ai voulu vous faire ça. Voilà. Ça me donne envie d'aller faire un tour à Divinum, ça tombe bien parce que c'est jusqu'à lundi. Et je vous rappelle que nous sommes sur place, on vous attend. D'ailleurs, Vanny sera là aussi pour vous accueillir sur notre stand. Et puis, c'est l'occasion de venir découvrir les vins de notre région, les vins de Suisse alémanique, et puis tout simplement rencontrer aussi les vignerons et passer un bon moment. Et ça, c'est quand même le plus important. Merci Vanny, on vous retrouve sur votre podcast. Oui, la Goutte Podcast pour parler vin. Et justement, cette semaine, l'invité, c'est José Vouillamo, qui fait partie de Wine Society d'ailleurs. Et il est partout cette semaine dans ce que je raconte. Ouais. Voilà, et lui aussi, il a très peur de cette dénormalisation du vin. Donc, il en parle très bien dans le podcast. Très bien. Et on se dit à tout à l'heure du côté de Divinum. Merci beaucoup Vanny, à plus tard. Merci à vous. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. Spécial festival. Spécial festival. Bonjour Knut. Bonjour. Mais... Les coups de cœur gastronomie. Les coups de cœur. Les coups de cœur. Vous allez nous faire découvrir une des chefs que vous avez sélectionnées cette semaine. Exactement. Alors, c'est une jeune chef. Elle s'appelle Margot Chapuis. Et Margot Chapuis, figurez-vous qu'elle s'est installée à la petite maison, donc avec P apostrophe, à Savièse. Alors Savièse, vous voyez, vous savez, c'est en bas en dessous de Sion. Alors, au départ, avec son compagnon Jérémy Chapuis, il s'était installé à Saint-Pierre-de-Clage, dans un petit restaurant où j'avais eu le plaisir de les découvrir. Et je ne suis pas le seul à les avoir découverts, puisque le Gomillot, en 2023, les a aussi découverts. Ils les ont même nommé découverte de l'année, ce qui n'est pas rien, parce que il y en a qu'une par année, et il y a quand même pas mal de restaurants qui ouvrent, donc c'est une belle distinction. Mais figurez-vous qu'en 2024, eh bien, ces deux-là, surfant sur leur succès, ont décidé de changer de décor et d'endroit. Donc ils sont montés un peu plus haut. Ils ont repris le restaurant d'un autre cuisinier tout à fait talentueux. D'ailleurs, c'est Gilles Varonne. Gilles Varonne qui est aussi à Savièse, mais qui est dans un tout nouveau restaurant très moderne, très beau, épatant. Là, on est dans l'ancienne épicerie du village que Gilles Varonne avait transformé en micro-restaurant avec une cuisine ouverte. Et puis, eh bien, c'est à cause de la cuisine ouverte que Jérémy et Margot ont décidé de s'installer là, parce que Margot en avait marre d'être coincée dans une cuisine qui était à 50 mètres de la salle de restaurant. Elle ne voyait pas ses clients. Là, elle les voit, elle peut communiquer avec eux. Et puis, les clients, à l'inverse, peuvent la voir dresser ces plats qui sont dressés toujours avec beaucoup de soin, d'originalité. Et puis, le concept, de toute façon, est très sympa. C'est un menu surprise en 5 temps. Il coûte 95 francs, donc c'est pas non plus complètement fou. Ouais. Et puis Jérémy, lui, propose des accords mets-vins qui sont toujours fantastiques, avec surtout des vins valaisans évidemment. Mais je pense que c'est une de ces petites pépites d'adresse qu'il faut noter quelque part si on n'a pas l'occasion d'y aller tout de suite. C'est à Savièse, c'est noté. Merci beaucoup pour cette autre adresse qu'il faut donc essayer, tenter. En tous les cas, laissez-vous porter par les bonnes idées et les bonnes adresses que nous propose Knut chaque jour. Merci Knut Schwander, belle journée. C'est toujours un plaisir, merci. Les coups de cœur.